tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là à tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés sur notre chaîne YouTube. Un grand merci à vous. Évidemment, vous pouvez nous trouver toujours sur les réseaux sociaux ainsi que sur toutes les plateformes audio. On est littéralement partout. On apprécierait vraiment que vous nous suivez, vous partagez, vous faites toutes ces belles choses-là. Ça nous aide énormément. Comment ça va, Salim? Ça va bien, ça va bien. Écoute, il a fait beau pour rester dans la météo. Puis la journée de la Saint-Jean là, était absolument magnifique. Oh, mais ouais. Le mardi dernier, c'était bien. Le barbecue était bien. Good. T'as passé t'as fêté ça avec la famille? Famille, amis, une bonne Saint-Jean, une petite frette, plusieurs. Exact. Une semaine, en passant pour ceux qui nous écoutent, là, ça va être notre dernier épisode pour la saison. On n'a pas vraiment de saison. Là, nous, on fait des épisodes, mais on prend quand même une petite pause là, durant l'été. Moi, pour la première fois depuis des années, je pense presque 10 ans, là, qu'on a décidé d'aller en voyage. Donc, on va se reposer un tout petit peu. Mais c'est quand même on a fait moi, je considère quand même que c'est des saisons. On a quand même fait 2 saisons complètes et une, tu sais, la mini-saison là, qu'on avait débuté. Là. Ouais. On avait fait de mars à juin, là, donc une saison de 3 mois. Ouais. Mais ensuite, les autres saisons qu'on a faites, on en a fait 2 complètes là, de fin août, début septembre à fin juin, début juillet. C'est quand même, tu sais, à chaque semaine, c'est quand même un engagement, là. Ben oui, moi je pense que je suis la personne qui est venue le plus chez toi. Exact. Toi puis mes beaux-parents. Vous partagez. C'est ça, exactement. On va parler de quelques petites affaires qui sont arrivées cette semaine. Et par la suite, peut-être qu'on va faire un petit round-up là, de l'année. Ça a été quand même une belle année pour le balado. Honnêtement, ça a été magnifique. Ça a été une belle année. Puis je crois qu'on est mûr pour commencer à penser à faire grandir ça. Alors, on s'en reparlera peut-être cet été, après ton voyage. On a des beaux plans pour le balado qui arrive. Avec quoi tu veux qu'on commence? Je sais pas, mais je pense que ce serait pertinent de parler de sondage. Puis peut-être après, on pourrait parler d'éducation et on pourrait peut-être finir avec le cabinet fantôme de M. Rodriguez. Ça va toujours mal pour la CAQ. Hein? Puis, tu sais, nous, on parle assez souvent des sondages. À chaque fois qu'il y a un sondage qui sort, on essaie de regarder, voir si on peut peut-être déterminer des tendances, voir qu'est-ce qui arrive. Ça va pas si bien pour la CAQ. Puis, tu sais, à chaque fois qu'on a un sondage, on rappelle aux gens que, inquiétez-vous pas, c'est juste une image de ce qui se passe en ce moment. Mais en même temps, tu sais, quand il y a un sondage qui sort et pendant toute la semaine ou les 2 semaines qui suivent, les médias puis tout le monde ne cesse d'en parler, mais ça rentre dans la tête des gens et ça reste, ça colle. Tu sais, donc, M. Legault, mais c'est un mauvais gouvernement. M. Legault, c'est le gouvernement qui a dégringolé dans une année. C'est le gouvernement qui, 3 ans, ont élu une super majorité. Puis là, tout à coup, ils sont à 0 siège dans les sondages. Dans les agrégateurs de sondages. Donc, tu sais, c'est quand même spectaculaire, là, tu sais. Ouais. Moi, je vais juste commencer par dire un truc, parce que je veux me souvenir de l'époque où je travaillais au gouvernement. Puis, dans la vie d'un gouvernement, d'avoir des sondages où tu es très, très haut, puis des sondages où tu es très, très bas, puis des petites remontées et des petites descentes encore, etc. Dans la vie d'un gouvernement, particulièrement dans un 2e mandat, c'est tout à fait normal, je te dirais. C'est normal parce que quand tu fais quelque chose, ben forcément, il y a des gens à qui ça plaît, d'autres à qui ça plaît pas. La différence, c'est que les gens à qui ça plaît, ils vont pas trop le manifester. Puis la fatigue peut les gagner. Et ceux que ça plaît pas, en plus d'être fatigués, ils grognent.
Puis moi, c'est un peu l'impression que j'ai ici. C'est pas pour minimiser le sondage de la CAQ, parce que là, la manière dont je le dis, c'est comme si c'était pas si grave pour la CAQ. Non, quand même. Tu sais, je veux dire, je suis certain qu'ils prennent ça très, très, très au sérieux. Puis tu sais, tu dis, on essaye d'observer les tendances. Ben, veut pas. La tendance, c'est que la CAQ n'est plus première des sondages depuis maintenant de plus de 2 ans. Et la tendance, c'est que le PQ est en hausse, et la tendance récente, c'est que le PLQ est deuxième. Exact. Et donc tu sais, c'est quand même pas. Et puis il y a aussi une autre tendance qui vaut plus que des sondages. Ben, c'est les élections partielles. Chaque élection partielle a été remportée par le Parti québécois. Exact. Et il y en a une autre qui s'en vient. D'ailleurs, la CAQ annonce aujourd'hui son candidat dans Arthabasca. Kevin Brasseur, ancien président des jeunes caquistes, ancien président de la Chambre de commerce des Bois-Francs, donc c'est un gars du coin, un gars d'Arthabasca, un gars de Victoriaville. Ou du coin de Victoriaville, et je pense quelqu'un qui travaillait pour la BDC, la Banque de développement du Canada, donc qui se présente, mais tu sais, honnêtement, il est courageux de se présenter. Mais c'est ça que j'allais dire. Laisser sa job pour même, ça. Ouais, c'est ça, c'est quand même un beau profil, et en général, tu sais, des profils comme ça, tu les recherches quand tu formes une équipe en politique, mais... Ben, beau profil, là, regarde, moi je pense qu'ils ont cherché un profil ancré, tu sais, un beau région. C'est un beau profil pour la CAQ, ça aurait été d'aller chercher un gars comme Alain Reyes, là, ancien député. On le sait, Alain qu'on salue, mais Alain Reyes qui a décidé de laisser tomber la politique, lui, ça l'intéresse pas. Mais justement, c'est ça que j'allais dire, ça prend du courage de voir ce qui est en train d'arriver dans les sondages, dans les nouvelles, etc. et te dire... Je me lance. Non, mais c'est pas juste je me lance, c'est je lâche ma job. Parce que là, quand tu es à la BDC, je te rappelle, c'est la banque de développement. C'est la Banque de développement du Canada. Ouais. C'est ça. Ouais. J'ai bugué, mais c'est une société d'État fédérale. Donc, à partir du moment où tu décides de te lancer en politique, tu es obligé de démissionner. Ouais. Donc, tu démissionnes quand même de ça. Bon, peut-être qu'il avait fait le tour puis ça ne l'intéressait pas, puis c'était l'occasion pour lui de tourner la page, j'en sais rien, mais ça relève du personnel, là, ces affaires-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, voilà, pour la CAQ, non, effectivement, ça ne va pas très, très bien. Moi, j'ai envie de te dire, il ne faut juste pas voir juste qu'il soit troisième derrière le PQ, bien sûr, qui est en tête, les libéraux, et 10 points, je crois, derrière le PLQ. 11 points. 11 points derrière le PLQ. Tu sais, M. Legault puis les gens de la CAQ qui étaient en train de se moquer du PLQ, etc. pendant longtemps, là, tu sais, ben là, en l'occurrence, le PLQ qui était dans une situation terrible et devant toi de 11 points. Donc, tu sais, c'est quand même... mais moi, je te dirais, il y a pire que ça. Il y a pire que les premiers chiffres là, qui sortent dans un sondage. Il y a le niveau de satisfaction du gouvernement qui est extrêmement bas. Là, écoute, je pense on parle de 2/3 de la population qui veulent que tu quittes. Tu comprends? C'est quand même spécial. Mais 2/3 de la population, déjà, c'est-à-dire qui sont insatisfaits. Qui sont insatisfaits, oui. Donc, c'est quoi? C'était 65%, je crois, et 28% seulement qui sont satisfaits. Ouais. Donc, c'est quand même assez incroyable comme taux d'insatisfaction. Et puis, l'autre truc, à la question de est-ce que M. Legault devrait rester ou non? Ben oui, la moitié. La moitié des gens au Québec veulent que M. Legault parte. Et on a l'impression que M. Legault se retrouve un petit peu dans les chaussures de M. Trudeau. Exact. Quand M. Trudeau a quitté ses chaussures, M. Legault il est allé les porter. Là c'est intéressant parce que moi, Salim, puis on parlait de ça quand toute la saga est arrivée l'année passée avec Justin Trudeau et du côté des libéraux au fédéral. Il n'y a personne qui croyait qu'il pouvait retrouver de l'espoir, là, ce parti-là. Puis on réussit avec un petit changement dans juste quelques mois. Là. Ça n'a pas pris longtemps de faire un pivot et ben là, on a vu les résultats, ils ont gagné, ils sont toujours au gouvernement. Quand moi, j'ai vu ça, j'ai dit, regarde, ça, là, ça arrive une fois dans la vie. Là, tu peux pas le récréer. Et là, on arrive à la situation ici au Québec où là, on a un exemple de quelque chose qui est arrivé et qui a fonctionné.
et on essaie d'utiliser ça comme un exemple. Est-ce qu'on peut copier-coller ça au niveau de la CAQ? Puis c'est ça les discussions maintenant qui sont en train d'être faites et on essaie de voir, bon, ben si on trouve un leader exceptionnel pour venir prendre la machine et faire ce pivot-là, est-ce qu'on a des chances? Puis là, il y a des sondages à l'interne qui pourraient le remplacer. Je sais pas si, honnêtement, on pourrait revoir ce type de scénario-là. Je le doute franchement. Mais qui sait? Mais ton point est super important. Et en fait, je suis d'accord sur les deux volets que tu viens de dire. D'abord, je suis d'accord, rééditer quelque chose qui s'est passé. En politique, ça arrive jamais. À chaque fois que tu essayes de rééditer quelque chose, c'est comme si tu disais, je veux rééditer la vague orange ou un truc. Tu sais, ça arrive pas. C'est pas vrai. Les vagues, elles arrivent ou elles arrivent pas. Et il y a des choses qui les trigger, comme on dit en anglais là. Mais donc ça c'est vrai. Mais il y a un autre truc qui est aussi vrai en politique, c'est que quand ça va pas, il y a des gens qui te disent « Ah, mais tu sais, t'es mieux de déclencher des élections, tu vas sauver les meubles, etc. » Puis il y a l'autre, façon de voir, qui a été le pari involontaire de Justin Trudeau. Je dis involontaire, c'est-à-dire c'était pas calculé, non, là, tu sais. Mais c'était de se dire, ben, regarde, si je suis impopulaire aujourd'hui puis que c'est une tendance, dans un an, je vais rester impopulaire. Fait que si je perds aujourd'hui ou que je perds dans un an, je suis mieux de rester encore une année puis de finir ce que je pense être bon de finir. Et si quelque chose arrive en cours de parcours qui pourrait peut-être venir me faire sauver davantage de sièges, me rendre plus pertinent, d'avoir un prétexte, quelque chose, un nouveau narratif, ben, c'est ce qui est arrivé avec l'histoire de M. Trump qui a fait en sorte que M. Carney a récupéré un parti qui allait, je ne veux pas dire disparaître, mais qui allait manger toute une volée et qui a finalement formé le gouvernement à 2 sièges d'être majoritaire. Tu sais? Donc oui, alors il y a des stratèges de la CAQ qui doivent se dire, ben, regarde, pourquoi même penser à déclencher plus tôt? Allons jusqu'au bout. Puis, si on doit perdre, ben on va perdre. De toute façon, qu'on perde aujourd'hui ou qu'on en perd dans un an, ça revient au même. Mais au moins, dans un an, on se sera donné la chance de trouver un prétexte ou une cohérence, pas une cohérence, mais une pertinence à demeurer au pouvoir. Et on sait, Salim, que n'importe quoi peut arriver. Hein? Une année est vraiment longue en politique. Là, les sondages, c'est ce qu'on a vu cette semaine. Bravo au PLQ qui, avec leur nouveau chef, arrive à scorer des points. Moi, je suis pas encore convaincu que c'est l'effet Pablo Rodriguez. Moi, je pense que c'est beaucoup plus l'effet du Parti québécois qui augmente. Le fait que la CAQ, ben, ça va pas si bien que ça. Donc, automatiquement, les gens se cherchent une nouvelle alternative. Bon, les conservateurs, c'est pas encore sûr qu'est-ce qui arrive. Il n'y a pas de chef, il n'est pas encore élu. On ne sait pas, c'est un point d'interrogation. Mais moi, je le garde toujours dans l'horizon. Là. Les conservateurs, si Duhem, et je l'ai dit déjà, si Duhem arrive à gagner son élection partielle à Arthabasca, ça peut changer pas mal le contexte politique avec leur chef en chambre. Mais ça, on va le voir, c'est down the line. Mais je pense que tout ça ensemble fait en sorte que naturellement, le Parti libéral prend un peu les points d'ici et là. C'est correct, on l'accepte, mais je suis pas 100% sûr que c'est l'effet Pablo Rodriguez. Moi, je pense qu'il y a de tout. Je pense que dans ce que tu dis, il y a... bien humblement, bien sûr, c'est mon opinion, mais ça vaut ce que ça vaut, là. Mais je crois que dans ce que tu dis, il y a du vrai. Regarde, commençons par le commencement. Quand tu es le PLQ, là où tu étais en octobre 22, puis tout ce que tu as traversé dans les derniers presque 3 ans, là, 2 ans et demi, 3 ans, tu vois ce sondage-là, tu te dis, bon, ben, c'est intéressant. D'abord, je suis 2e. Avant, j'étais 3e, voire 4e. J'étais à 13%. Je suis rendu à 28%. Chez les francophones, j'étais à 4, 5, 6%
je suis à 18% aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire chez les francophones, je suis 3 fois plus fort que je l'étais il y a encore une année et demie. T'as l'impression, t'as le sentiment qu'on t'écoute davantage. Là, c'est une bonne ligne d'ailleurs de Pablo Rodriguez qui te dit, la bonne chose, c'est qu'avant, on n'écoutait même pas le PLQ pour savoir qu'est-ce qu'il avait à offrir. Aujourd'hui, on recommence à l'écouter. Et juste à recommencer à l'écouter, ils sont déjà un peu mieux dans les sondages. Tu sais, donc, somme toute, on peut dire que c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a un effet Pablo Rodriguez? Moi, je pense qu'il doit y avoir un peu de ça. Ça peut pas ne pas y avoir de ça. Pas juste Rodriguez comme personne, mais Rodriguez comme nouveau chef. Tu sais, avant, là, quand on faisait des sondages, les gens, là, tu leur proposais mais ça avait pas de sens. Un chef par intérim. Tu sais, là, au moins, c'est un chef permanent. Ouais. Puis en plus, quand même, qui a une certaine notoriété, là, qui est quand même assez connu auprès de la population. Pas auprès de tout le monde, mais quand même, une masse critique de Québécois qui connaissent Pablo Rodriguez. Et donc oui, il y a un effet Rodriguez, oui, il y a un effet nouveau chef, oui, il y a un effet fatigue, oui, il y a un effet du travail du PLQ qui, dans la dernière année, a quand même fait un bien meilleur travail que ce qu'il y avait. Exceptionnel. Puis regarde dans sa clique les dossiers de transport, les périodes de questions, Monsef Déragi, je veux dire, ça a été les apparitions, les entrevues de Marc Tanguay, de Monsef, Déragi, d'autres personnes, etc. Tu sais, je veux dire, il y a quand même un travail qui a été fait, puis il n'y a pas juste eux autres, bien sûr, il y a d'autres critiques qui se sont démarqués là, tu sais, en début d'année. En début d'année, Marois Risky, tu sais, je veux dire, il y a quand même eu un peu du travail parlementaire qui s'est fait là. Puis je rends pas honneur à d'autres là qui ont dû se démarquer peut-être aussi un peu. Mais bref, tout ça pour dire, il y a tout ça. Mais je veux quand même dire quelque chose d'important là, George. Le PLQ à 28%, contrairement au PQ, peut pas prétendre à un gouvernement. Ouais, ça c'est important. Ça c'est hyper important. Parce que, comment je vais te dire ça? Tout simplement. Le vote péquiste est un peu partout dans la province. Le vote libéral, traditionnellement, est plus concentré. Donc, ça a toujours un avantage et un inconvénient dans les deux situations. C'est que l'avantage que ça a d'avoir un vote concentré comme le PLQ, c'est que quand tu es à 28%, tu sécurises un certain nombre de sièges intéressants. Ça, tu fais pas le gouvernement avec, mais c'est une base avec laquelle tu pars. Une base que, normalement, le PLQ aurait jamais dû aller en dessous, mais avec Dominique Anglade et le contexte dans lequel le parti se trouvait, c'est sûr que... C'était toujours autour de 40 sièges, là, autour de là. Pas nécessairement. On a déjà eu... le PLQ a déjà eu moins de sièges que ça, là, mais généralement, là, tu avais au moins un 32 à 35 sièges assurés. Là, tu te disais que le PLQ, là, d'ailleurs, les adversaires du PLQ disaient toujours ça. Ils disaient, oui, mais eux autres, ils partent toujours avec une avance de 35 sièges. Mais tu sais, donc, ça, c'est l'avantage. Par contre, le désavantage, c'est que pour former le gouvernement, ça te prend d'arriver à genre au moins 35, 36, 34, 35 au moins pour faire un minoritaire, et ça te prend au moins 38, 39 pour faire un majoritaire, si c'est pas plus. Dans certains cas, le PLQ avait fait plus, là, tu sais, était arrivé à 42, je crois, en 2003, si ma mémoire est bonne, là, mais en tout cas. Donc, le PLQ, là, à 28, il faut comprendre qu'il faut aller chercher 10% de plus pour qu'ils sortent des comtés traditionnellement libéraux et qui sortent de Montréal. Ça prend 10 points de plus. Aujourd'hui, on peut toujours dire que le PLQ
Tu sais, sur l'île de Montréal, s'il devait y avoir des élections demain, pourrait aller gagner Saint-Henri-Sainte-Anne. Verdun pourrait le récupérer ces deux comtés-là. Si Manon Massé ne se représente pas, on ne sait pas si elle va se représenter ou pas, mais si elle ne se représente pas dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, le PLQ pourrait aller chercher ce comté-là. Laval. Laval, il pourrait aller chercher effectivement, oui, il pourrait aller chercher jusqu'à 2 comtés, que ce soit Sainte-Rose ou Laval-des-Rapides. Sur la rive sud, il pourrait aller chercher un comté comme la Prairie, comme récupérer la Porte. La Porte, ouais. Tu sais, bon, bref, donc tu sais, c'est donc tu peux faire ils peuvent faire certains gains là, tu sais, les libéraux là-dedans. Mais il y a l'Outaouais aussi, n'oublions pas. Oui, l'Outaouais, tu sais, même l'Estrie, avec un sondage comme ça, en Outaouais, il pourrait récupérer 1 ou 2 sièges, en Estrie 1 ou 2 sièges, tu sais. Mais malgré ça, ça ne sera pas suffisant, parce que même si tu fais l'addition de tout ce que je viens de te dire, tu es à peine à 31 sièges ou 32 sièges. Là, j'avais fait le calcul il y a 2-3 jours, là, je les ai plus tous en tête, là. Tu sais. Mais ça serait pas mal, ça. Mais là, si tu veux faire un gros pas, là, quelque chose qui te permette d'arriver au gouvernement, faut que tu aies au moins 34% pour espérer un minoritaire et au moins 38% pour espérer un majoritaire. Ouais. Donc, M. Rodriguez a encore beaucoup de travail devant lui. Bon, ben, les gens vont, j'imagine, donner la chance au coureur. Il vient d'arriver. Il n'a pas beaucoup de temps. C'est un sprint. Puis ça va dépendre d'une seule chose, son recrutement. Oui, le recrutement. Mais moi, je te dirais que le recrutement risque d'aller beaucoup mieux que ça l'a été avec Dominique Anglade, par exemple. Là, où tu vois un parti qui est en montée. C'est beaucoup plus encourageant pour des candidats de dire, regarde, je laisse ce que je fais et je me lance. C'est comprenable, c'est logique. Moi, je te dirais que le gros challenge en ce moment, c'est de garder cette persévérance-là, ce travail qui a été effectué pendant 1 an avec le caucus, dans lequel on rappelle aux gens que Pablo Rodriguez, il sera pas là. Peut-être qu'il est quelque part dans le background, là, mais tu n'es pas là. Puis si ton but à toi, c'est de faire la tournée du Québec et de faire le travail sur le terrain, ça veut dire que tu laisses la responsabilité de la Chambre à Marois Risky. Ça, on va en parler en troisième... Exactement. Donc, il y a une nouvelle composition au PLQ. Puis moi, ça serait... ce qui va être intéressant pour moi, c'est de voir comment le caucus va se comporter. On en parle en troisième. Oh, ouais. Mais juste un truc, parce que, tu sais, je suis d'accord et pas d'accord avec une affirmation par rapport... Oui, c'est sûr que quand les sondages sont meilleurs par rapport à ce que Dominique Anglade avait, le recrutement peut être plus facile. Je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, moi, je trouve que c'est l'excuse un peu facile aussi, parce que chaque chef deal avec son époque. Tu choisis pas l'époque et le contexte dans lequel tu es. Tu as choisi d'être chef en sachant que ça allait être difficile, etc. And you deal with it. C'est ça. Exactement. Puis moi, je m'excuse, mais les approches infructueuses de Dominique Anglade et de sa gang là, auprès des gens qui ont été approchés pour se présenter, et j'en connais une couple, honnêtement, c'était pas bon. Ouais. Puis Dominique Anglade n'était pas nécessairement bien entourée. Je m'excuse pour ceux qui se reconnaîtront, mais elle n'était pas très bien entourée. Son organisation était terrible. Donc, les gens n'étaient pas nécessairement enclins à... Tu sais, il n'y avait rien qui leur laissait croire ou entendre ou rassurer. Tu sais, honnêtement, c'était pas à la hauteur d'un parti de cette trempe-là. Et par la force des choses, il y a des gens qui se sont fait offrir de très beaux comtés qui les ont refusés. Ouais. Donc voilà. Et ça, tu vas me dire, ouais, mais Salim, tu fais quoi avec ça? Les sondages n'étaient pas bons. OK, fine. Mais dans ce cas-là, ton recrutement aurait dû se faire auprès de l'intérieur, comme font les autres partis. Les autres partis le font. Mais tu sais, à un moment donné,
tu peux pas... Tu sais, c'est comme... Excuse-moi de faire un parallèle avec le sport ou avec le hockey. Tu sais, tu peux pas être un club puis aller juste chercher des joueurs étoiles pour faire une équipe, mais ton club école, ben, tu le négliges. Et d'ailleurs, ton club école a permis à la CAQ de monter. Parce que la CAQ est allée chercher aussi des gens qui étaient à la base des libéraux. Ouais. Parmi eux, des ministres de la CAQ. Parce que, ils n'ont pas eu nécessairement Un dernier petit mot sur Éric Duhem. Parce que Éric Duhem va être en élection dans Arthabasca. Puis ça va être très intéressant de voir. Moi, selon les indiscrétions que j'ai eues, c'est l'élection va être déclenchée pendant l'été, la partielle. Et je pense que la CAQ a fait le deuil de ce comté-là. Mais je crois que quelque part, à la CAQ, ils aimeraient ça que Éric Duhem rentre à l'Assemblée nationale. Parce que ça va... Tu sais, ça prend... Tu sais, tantôt, on te disait, qu'est-ce que ça prend, là, tu sais, pour te maintenir au pouvoir. Ça prend un électrochoc qui va venir brasser les cartes. Ouais. Est-ce qu'un gars comme Éric Duhem, avec la personnalité qu'il a, avec les idées qu'il a, etc., est-ce que ça va venir rebrasser les cartes à l'Assemblée nationale qui pourrait faire en sorte que la CAQ puisse se trouver une pertinence, une position, quelque chose, là, tu sais? Ouais. C'est possible. Et en plus, ça viendrait briser le momentum du PQ qui a gagné chacune des partielles, à part celle dans Saint-Henri-Sainte-Anne où c'était Québec solidaire qui l'avait remportée. Mais celle-là, elle était avant la montée du PQ. Donc voilà. Dernière petite chose, puis on termine avec le sujet sur l'appui à la souveraineté. Toujours la même chose, puis à chaque sondage, on reste toujours autour de 30 à 33%. Puis c'est correct, mais je trouve quand même particulier qu'ils sont allés trouver une petite affaire de positif dans ce sondage-là. Le groupe d'âge de 18 à 34 ans, donc qui monte à 48%, donc presque la moitié de ce groupe d'âge-là qui sont quand même en faveur de la souveraineté. Et je trouve ça quand même, tu sais, en politique, là, la façon qu'on choisit de contrôler un peu the narrative, tu sais, les lignes, là, tu sais, le narratif. Le narratif. Ouais. Ça bouge pas, l'appui à la souveraineté. En général, ça ne bouge pas. Mais on est allé trouver, tu vois, les jeunes, par exemple, bon, là, on a quelque chose, tu sais. En passant, d'habitude, en fait, si on venait voir les tendances qui ont duré longtemps, c'est que la souveraineté tournait toujours autour de 35, 36, tu sais. Là, quand tu me dis, là, je me souviens pas du chiffre, là, mais tu m'as dit... C'est 48% pour les jeunes. Non, pour les jeunes, mais au total... Là, 33. 33. Ouais. Donc déjà, 33, c'est au-dessous du 35-36 habituel. Je te rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, elle était tombée à 29 même pendant les affaires du Canada First. Et je te rappelle aussi qu'il y avait des sondages qui montraient que les Québécois étaient très fiers d'être Canadiens. C'était des sondages pan-canadiens où les Québécois étaient plus fiers d'être Canadiens que la plupart... Que les Albertains, je pense. Bah oui, mais que les Albertains et que d'autres au Canada aussi. Donc, tu sais, regarde, il faut tout relativiser. Mais moi, je suis d'accord avec toi. On est allé chercher quelque chose d'intéressant. Puis c'est correct qu'il faut démontrer. Bon, d'abord, quand tu te rapproches de la Saint-Jean puis que tu fais des sondages, tout le monde est un peu fier. En fait, tout le monde... Il y a une dose, si tu veux, de nationalisme ou de fierté, parce que tout le monde ne dit pas qu'il est nationaliste, parce que, attention, le nationalisme, c'est bon, mais attention, là, trop de nationalisme, là, tu vas sur des terrains minés. Là, donc, mais une certaine... Ça, par contre, ce dont on peut abuser, c'est la fierté, bien sûr, d'être québécois. Et donc, ce degré de fierté-là augmente pendant le... Et là, il augmente, y compris chez des gens
disons, des fédéralistes mous, des choses comme ça, tu sais, puis c'est correct. C'est correct. Moi, je remets pas en cause ou en question les sondages. Mais là, tu vois, quand je te dis, je pense que c'était il y a quelques épisodes, je disais, les sondages, on utilise ça pour créer des momentum. C'est pas que les sondages sont nécessairement... c'est pas parce que tu as ces chiffres-là que s'il devait demain y avoir un référendum, tu aurais 48% des jeunes qui seraient pour. Mais par contre, le sondage te permet de faire tout un truc autour et de dire aujourd'hui les jeunes, puis on va les cibler, puis ça augmente, etc. En tout cas, moi je peux te dire que j'en vois pas beaucoup de jeunes qui sont à ce point-ci souverainistes. Des gens qui sont extrêmement fiers et avec raison d'être québécois, etc. C'est une chose. Des gens qui veulent complètement se séparer du Canada. Je m'excuse, moi, c'est pas vrai. Je rencontre des gens de tout acabit. Puis j'en rencontre beaucoup des souverainistes, mais c'est-à-dire chez les jeunes, là, comme ça, genre en masse... Bon, honnêtement, j'en vois pas tant que ça. Ouais. Moi, j'en vois... Je te dirais même que, sincèrement, je vois beaucoup de gens aussi qui ont, tout en étant fiers d'être québécois, ont beaucoup d'attaches au Canada. Ils se disent québécois d'abord. Là, c'est pas des gens qui sont nationalistes canadiens. Là, c'est pas des gens qui ont des unifoliés accrochés dans leur chambre. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que moi, je ferais attention avec ce genre de... Regarde, il y a trop d'interprétations, trop de choses. Qu'est-ce que tu fais, toi, des gens, là, de tous ces gens-là qui se disaient fiers d'être Canadiens il y a encore si peu, là? Tu sais, je veux dire, qui, dans le taux de fierté d'appartenance canadienne, était plus élevé que dans le reste du Canada, quasiment, là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Ben, ça a changé. Ça a changé en 2 semaines ou 3 ou 1 mois ou whatever. Mais, encore une fois, je le dis, je le dis toujours à chaque fois que j'ai l'occasion, parce que je veux pas te donner l'impression que parce que je dis ça, là, que je veux véhiculer une idée nécessaire de fédéralisme. Hey, les gens qui nous écoutent, là, si vous êtes souverainiste, soyez-le, juste impliquez-vous d'ailleurs en politique. Moi, j'invite toujours les gens. Puis soyez fiers de votre position. Puis je vous demande pas de la changer. Je suis pas d'accord avec. Mais si c'est ça que honnêtement, là, moi, personnellement, j'ai pas de problème avec ça. Est-ce que la position, elle est... Est-ce que notre position de souverainiste est légitime dans le contexte politique canadien? Absolument. Moi, je le dis, je le répète, je l'ai toujours dit, puis je le dirai toujours, absolument, elle l'est. Je suis pas d'accord, et j'ai expliqué plusieurs fois pourquoi je le suis pas, mais je suis pas en train de faire de l'entrisme fédéraliste, c'est ça. Parlant de souverainiste, le ministre de l'Éducation... Il est pas mal dans l'eau chaude ces jours-ci. Des coupures en éducation. Évidemment, c'est une joke que je fais, là. Il était souverainiste, peut-être qu'il est toujours, je sais pas. Mais en tout cas, en ce moment, c'est un ministre du gouvernement de la CAQ, M. Bernard Drinville. Des décisions très difficiles. Et moi, ce qui est intéressant cette fois-ci, Salim, c'est que en écoutant les nouvelles, normalement, quand il y a des coupures de ce genre-là, on blâme très rapidement le gouvernement d'être irresponsable, d'être de mauvais gestionnaires, etc., etc. Mais pour une rare fois, j'entends les nouvelles et j'entends aussi l'autre argument où on dit souvent dans les nouvelles, mais pourquoi est-ce que c'est le gouvernement qui doit toujours assumer la responsabilité de sauver les meubles quand les écoles ne sont peut-être pas capables de bien gérer l'argent qu'on leur donne? Et c'est intéressant, et je dis, moi, je prends pas position, évidemment, il n'y a personne qui veut des coupures nulle part, là. On va s'entendre. Mais pour une rare fois, ça me rend content de voir qu'on a l'autre version où le gouvernement dit, bon, on est arrivé à un moment où il va falloir qu'on ferme la porte parce que là, gérez vos affaires, voici vos budgets. Nous, de notre côté,
oui, on a cette pression-là d'être des bons gestionnaires, mais en même temps, les budgets qu'on livre aux différents ministères et aux différentes instances, ben gérez votre argent bien aussi. Tu sais, c'est votre responsabilité. Et j'apprécie qu'on donne les deux côtés. Là, je sais pas c'est quoi l'opinion publique. Évidemment, l'opinion publique, c'est le gouvernement est mauvais. Donnez-nous plus d'argent, puis ça sera toujours le cas, là, tu sais. Mais en même temps, c'est une perception de la réalité que je pense les gens ont besoin d'entendre aussi. C'est que c'est pas juste le gouvernement qui gère des budgets, c'est aussi les différents les ministères, évidemment. Puis dans les ministères-là, on a les différentes instances ou institutions, comme les écoles, par exemple. Écoute, c'est un sujet qui peut pas ne pas tenir à cœur aux gens parce que l'éducation, c'est ce qu'il y a de plus fondamental dans une société. Puis toi et moi avons des enfants qui sont à l'école publique. Et évidemment, personne ne veut qu'il y ait d'impact sur les services qui sont offerts aux élèves. Mais, tu sais, on va se le dire, on n'est pas non plus au pays des licornes, puis l'argent du gouvernement, qui est l'argent des payeurs de taxes, là, des contribuables québécois, ben, ça ne pousse pas dans les arbres. Et donc, oui, une gestion rigoureuse des fonds publics est nécessaire. Je ne dis pas qu'il fallait ou il faut nécessairement en arriver à ces compressions-là. Je crois qu'on parle de 540 millions, donc c'est plus d'un demi-milliard, qui est réclamé aux commissions scolaires. Je ne connais pas le réseau dans la finesse de ses détails, etc., et de ses dépenses. Donc, pour commencer à dire, oh ben, on peut faire ci, on peut faire ça. Mais globalement, dans la situation, il y a une chose qu'il faut dire. D'abord, honnêtement, Bernard Drainville, j'étais pas sûr de sa performance au ministère de l'Éducation au début, quand il avait été nommé en début de mandat. Ouais. Puis honnêtement, on doit lui donner une chose, c'est qu'il a l'air d'être pas mal, passionné par son poste. On l'a reçu ici, on l'a pu le ressentir un peu, cette passion pour ce poste-là. Même si je ne suis pas d'accord avec certaines de ces choses-là, notamment son projet de loi 94. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Comment je vais dire ça? Bernard Drainville, il n'y a pas tort quand il dit, mais là, c'est parce qu'on a des budgets. Les budgets ont même augmenté. Mais là, le problème, c'est que les budgets ne sont pas respectés. Puis le ministère de l'Éducation, qui a un cadre financier rigide, est censé éponger les dépenses. Mais tu sais, souvent, on dit qu'un gouvernement qui perd le contrôle des finances publiques, c'est celui qui perd le contrôle de la croissance des dépenses. Et la croissance des dépenses, ce n'est pas le gouvernement en une seule entité. C'est le gouvernement et à l'intérieur, toutes ces entités. Et donc, d'une certaine manière, demander au réseau de l'éducation de s'assurer qu'on rentre dans les budgets, c'est pas une demande illégitime du ministre Drainville. Ouais. Là-dessus, j'ai envie de te dire, il a raison. Maintenant, parce que j'ai lu un peu, là, puis j'entendais là, tous les regroupements, puis tous les syndicats, etc. Là, les gens te disent, oui, mais on nous dit de ne pas couper dans le service aux élèves. C'est normal, tu veux pas que les élèves soient impactés. Ils te disent, ouais, mais c'est parce que là, quand tu coupes en administration, puis tu coupes ici, puis tu coupes ça, ben, au final, ça a quand même un impact sur les élèves parce que ça veut dire moins de sorties scolaires, moins de livres dans les bibliothèques, de nouveaux livres, j'imagine, tu sais. Moins, bon, déjà, en passant, là, un ancien livre, c'est un livre quand même, là, ouais. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, si ça prend de se serrer la ceinture pendant une année, 2, 3, d'avoir moins de livres, ben, je m'excuse, là, tu sais, je veux dire,
Oui, c'est vrai qu'il y a certains nouveaux livres qui sortent. Oui, c'est vrai que l'idéal, c'est, etc. Mais à un moment donné, là, je veux dire, le livre qui est sorti il y a 4 ans, que tu as acheté, il est encore bon pour être lu. Là, Maintenant, si tu me dis qu'ils sont, je sais pas moi, ils sont plus lisibles, là. Je sais pas moi, comment quelqu'un les a déchirés ou j'en sais rien. Là, mais anyway, je fais des blagues. Là. Mais, tu sais, alors, puis je veux pas être simpliste parce que il doit y avoir aussi de bonnes raisons pour lesquelles les gens réclament ça. Maintenant, la question que je me pose, elle est budgétaire. Hein. Tu sais, c'est budgétaire. Oh ouais. Mais pour moi, il y a 2 contextes à ça. L'une des raisons pour laquelle on est dans un méchant déficit actuellement au gouvernement du Québec, et on a eu le ministre des Finances récemment, pour ceux qui voudraient réécouter l'épisode, c'est aussi survenu après la négociation avec le secteur public, dont les syndicats de l'enseignement, où il y a eu des investissements majeurs. J'ai comme l'impression qu'on ne s'est pas laissé non plus de marge pour la suite des choses. Ouais. Et là, on est pris avec un déficit, puis il faut essayer de gérer de manière responsable les finances publiques. Donc, il y a ça. Puis, il y a autre chose. La réforme de la taxe scolaire. Parce que je te rappelle que tout le slogan de la CAQ, avant même d'arriver au pouvoir et depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, c'est « on veut faire en sorte qu'il y ait plus d'argent dans la poche des Québécois, on va réduire le fardeau fiscal des Québécois en réduisant un certain nombre de taxes et de tarifs. » Donc, les taxes scolaires ont été revues de manière à ce qu'il y ait une baisse qui permette à, pas tous les Québécois, mais une grande partie, je ne sais pas si une grande partie, mais en tout cas, une partie de la population de payer moins de taxes scolaires. Tu sais, mais ça rentrait aussi avec ton permis de conduire que tu payais plus, puis, enfin, tu payais plus, tu payes, mais genre, tu payes 25$, avant, ça coûtait 100 et quelques, là, tu sais. Donc, tu sais, c'était toute cette logique-là. Mais la taxe, tu sais, quand il y a moins de... Quand tu payes moins de taxes scolaires, ben, c'est des revenus en moins pour les centres de services scolaires. Yeah. Donc, ça a un impact aussi là-dedans. Alors, il faut voir le global. Puis, sincèrement, je pourrais me pencher là-dessus. Je me suis pas penché dans les détails, donc je rentrerai pas dans les détails. Mais le gouvernement se retrouve dans une situation globale où il a consenti d'énormes efforts en éducation parce qu'il met plus d'argent dans les salaires des profs, par exemple, et des enseignants, et enfin bref, dans le réseau scolaire. Puis, chaque année, ils payent plus, mais là, en même temps, les centres de services scolaires n'arrivent pas à rentrer dans leurs dépenses, puis on demande au gouvernement de venir sauver les meubles. De venir sauver les meubles. Fait qu'il y a quelque part un manque d'efficience quelque part, puis je peux pas croire que le gouvernement seul soit responsable de ça. Non. Il doit y avoir quelque chose. Puis je comprends, tu sais, il y a des gens qui te disent « Oui, mais il n'y a plus de gras à couper. » Puis oui, mais il y a quelque chose qui ne va pas lorsque tu ne rentres pas dans tes budgets. Il y a aussi quelque chose... je comprends qu'il y a eu l'inflation, puis ça coûte plus cher aussi aux écoles. Hein, c'est pas juste nous qui allons à l'épicerie, mais tous le prix augmente dans les commerces, etc. Ben, ça se répercute aussi dans tout ce que commandent les écoles et dans les investissements que font les écoles, etc. Fait que, oublie pas autre chose, le ministère de l'Éducation construit beaucoup d'écoles. Il y a beaucoup d'écoles qui se construisent. Là. Nous, on est sur la Rive-Sud, là, puis on en voit, il y a de nouvelles écoles qui ouvrent. Juste dans mon quartier ici, il y en a 3, je pense. Donc, nouvelles? De genre... Non, c'est des agrandissements. C'est des agrandissements. Alors, c'est ça. Alors, il y a certains agrandissements, puis il y a certaines... parfois, c'est des rénovations quand même assez imposantes. Puis parfois, c'est des écoles complètement nouvelles parce qu'il y a tellement de monde qui s'est rajouté. Donc, on peut pas dire... Je veux pas dire que le gouvernement de la CAQ a un A au niveau de l'éducation, parce que peu importe ce que tu fais,
Il va y avoir des gens qui vont être très contents, puis d'autres moins contents, puis il y a des gens qui vont dire que c'est pas assez, puis regarde. Mais je sais pas, moi, personnellement, le feeling, le sentiment que la CAQ met pas d'argent en éducation. La question maintenant, c'est est-ce que c'était une bonne idée maintenant, tout de suite, à 1 an des prochaines élections, de procéder à ces compressions-là? Je sais pas. C'est sûr que le timing il est mauvais parce que ça tombe évidemment avec le sondage qu'on vient tout juste de discuter. Bon, on verra ce qui arrivera. C'est sûr qu'à chaque année, là, puis c'est comme un cycle vicieux qu'on revit à chaque année où au mois d'août, on se demande est-ce qu'il va y avoir les professeurs nécessaires pour les enfants? Est-ce que les services seront au rendez-vous? C'est toujours la même question et malheureusement, d'une année à l'autre, ça semble pas toujours être au rendez-vous. Je te dirais que l'année passée, c'était pas si pire que ça. Je me rappelle au tout début, tu sais, l'année scolaire avait commencé puis il n'y avait même pas de prof. Ouais. Mais le ministre Drainville a quand même fait beaucoup d'efforts pour l'année passée pour qu'à la rentrée... Il y a eu un grand progrès. Là. Tu sais, l'année passée, moi, je pense pas qu'on a même discuté de quoi que ce soit au niveau de ce sujet-là. Non, en tout cas, c'est à voir, c'est à suivre. Mais tu sais, moi, je trouve qu'il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas se déchirer politiquement parce que l'éducation, c'est tellement important que l'idée ici, c'est de trouver un équilibre. Mais il faut respecter ce qu'on est capable aussi de payer ou non. Puis je dis ça et j'ai mal au cœur aussi, parce que moi aussi, mes enfants vont à l'école publique. Puis, tu sais, il n'y a pas un père, il n'y a pas une mère, il n'y a pas des parents qui voudraient qu'il y ait un impact sur la qualité des services que les enfants reçoivent. Donc tu sais, mais en même temps, on est aussi des citoyens, des contribuables, on travaille, on paye des impôts. Puis on s'attend aussi à ce que notre gouvernement s'assure d'une certaine efficience dans le réseau. Moi, honnêtement, je peux pas me plaindre de Salim parce que et l'école primaire où mes filles s'en vont actuellement, il y a un agrandissement qui est prévu. Ils ont déjà commencé les travaux. Et le secondaire, on espère qu'ils iront. Ils viennent tout juste ils finalisent les travaux et c'est des projets énormes, hein, puis c'est des projets magnifiques. Donc, moi, j'ai rien à dire, là, honnêtement. En termes de citoyens et en termes de services que je reçois pour mes enfants, ben, je le vois. Tu comprends? Donc, qu'est-ce que tu veux? Ouais, non, c'est ça. Mais j'imagine, tu sais, en même temps, malheureusement, aussi, dépendamment de la géographie, il y a des écoles qui sont... qui sont, j'ai pas envie de dire meilleures que d'autres, mais qui sont dans de meilleures situations que d'autres. Il y a des écoles où il y a des manques. Il y en a d'autres où il n'y en a pas. Ça peut être parce qu'il y a certaines écoles qui reçoivent trop d'élèves aussi. Ou d'autres qui en reçoivent peut-être moins, je sais pas. Tu sais. Il y a tout ça. Ensuite, il y a des écoles qui sont, oui, mieux gérées que d'autres. Et il y a des commissions scolaires qui sont mieux gérées que d'autres. Il faut le dire, là, tu sais, je veux dire. C'est pas, tu sais, je veux dire, à un moment donné, oui, il y a une espèce de reddition de comptes à faire. Puis, mais tu sais, en même temps, c'est pas facile pour les... Tu sais, 540 millions de dollars, c'est l'effort qui est demandé. Et je sais pas. J'ai comme l'impression que... on est un peu pris entre l'arbre et l'écorce. C'est-à-dire entre qu'est-ce qu'on fait avec notre situation budgétaire et notre capacité de payer en tant que société versus, ben, l'argent peut pas être mieux investi que dans tes enfants, là, dans l'éducation de leurs enfants. Exact.
Passons au dernier thème, les changements auprès du caucus libéral. Cabinet fantôme. Puis, écoutez, les Cabinet amis, fantôme de M. Rodriguez. on sait qu'on parle du Parti libéral beaucoup ces dernières semaines, mais écoutez, c'est ça qui arrive en actualité. Ben, ça se passe au Parti libéral du Québec. Éventuellement, s'il y aura une autre course à la chefferie, à la CAQ ou je sais pas trop où, ben, on va couvrir ça aussi. On avait mentionné la semaine passée déjà un changement que Pablo avait effectué. Donc, c'était de déterminer le chef parlementaire. Il a sélectionné Marois Risky. On a parlé un tout petit peu, on va en parler encore un peu plus aujourd'hui. Et c'est quand même spécial parce que je rappelle aux gens que Marois Risky avait pris la décision premièrement de ne pas se représenter à la fin du mandat 2026. Elle avait pris quand même une décision difficile de rester chez elle et d'élever son nouveau-né. Pas de rester chez elle. Ben, elle n'était pas si souvent au Parlement. Oui, c'est sûr que dans les 6 derniers mois, elle était... mais c'est ça. Puis, moi, je la blâme pas. Je dis, regarde, c'est une responsabilité quand même importante. Donc, elle revient. Donc, et ça, là aussi, c'est une décision difficile de mettre de côté les plans que tu avais d'être une maman ou le plus souvent à la maison. Non, mais je veux juste préciser. C'est-à-dire, Marois Risky a toujours dit, je ne me représente pas, mais je vais jusqu'au bout de mon mandat. Exactement, oui. Et qu'elle allait faire son travail aussi bien qu'elle l'a toujours fait jusqu'au dernier jour de son rôle de députée. Ouais. Et d'ailleurs, grand bravo à elle. Ensuite, oui, il y a une gymnastique familiale à avoir parce que son conjoint, son mari est également député. Donc, c'est les mêmes enfants qu'ils ont. Et oui, je pense qu'ils se sont... je pense qu'ils si j'ai bien compris, ils se sont alternés un peu les rôles. Je pense que Marois Risky était plus présente au mois à la session d'automne et Greg Kelly, son époux, était plus présent à la session d'hiver. Ouais. Et la session parlementaire d'hiver. Puis, par contre, là, c'est sûr qu'en étant chef parlementaire, il n'y a pas vraiment de choix. Pour la prochaine année, Marois Risky va être plus présente que jamais, je crois. Elle va donner la réplique au premier ministre, c'est pas rien. C'est une femme brillante, c'est une femme intelligente, c'est une femme qui a compris comment ça marchait le Parlement, c'est-à-dire tant en période de questions où elle a été très efficace contre quand même des ministres très forts, là, comme Bernard Drinville, justement. Mais elle a aussi compris le jeu à l'extérieur, c'est-à-dire le côté plus médiatique, où elle est très bonne, où elle a le sens de la clip, etc. Donc bon, c'est un choix, j'ai envie de te dire, qui n'est pas surprenant. On en a parlé la semaine dernière. Mais là, toi, ce dont tu veux parler, c'est c'est ça, parce que la suite des choses. C'est ça, parce que déjà, la semaine passée, nous, on a fait quelques appels. Moi, personnellement, j'ai aussi reçu quelques messages où on prévoyait déjà un grand changement au niveau des officiers parlementaires. Et hier, justement, l'annonce est venue, Pablo Rodriguez qui refait un peu son équipe des officiers parlementaires. Donc, on va avoir Marois Risky qui est la chef parlementaire, Michelle Setlakwe qui devient la leader en chambre. Donc, elle prend la place de Monsef Déragi. Frédéric Beauchemin qui devient leader adjoint. Philomena Rotiroti qui passe de la whip de l'opposition à la présidente du caucus. Et André Fortin qui passe de la santé au poste de whip. Et évidemment, Marc Tanguay qui prend son rôle à lui en santé. Donc, quelques petits changements. Donc, ça, c'est l'équipe des officiers. Évidemment, il y a d'autres responsabilités. Oui, c'est ça. Ils ont aussi des dossiers. Les officiers, c'est... Mais ça, je parle juste de l'équipe immédiate là, des officiers. Par la suite, regarde, on va commencer à énumérer tous les changements qui ont été faits dans les positions de critique à l'opposition officielle. Mais juste pour revenir, justement, parce que nous, on pensait que ça n'aurait pas de sens de bouger Marc Tanguay puisqu'il a fait tout ce beau travail-là. Pourquoi toucher quelque chose qui fonctionne? Et ben là, on a eu la réponse quand même assez rapidement avec le changement avec Marois Risky. Et l'analyse qu'on faisait la semaine passée, c'est
est-ce que Marois Risky, et là, on s'entend tous qu'elle a toutes les qualités pour être là, à cette position-là. Il n'y a personne qui lui enlève quoi que ce soit. Sauf que, tu sais, on entend, nous aussi, des chuchotements, là, tu sais, du caucus. C'est une question de personnalité, une question d'assumer un peu, de prendre un peu cette place-là. Et on se demandait, au niveau stratégique, est-ce que ça risque de ruiner un peu la cohésion du caucus? Ouais, tu vas fort. Tu vas penses? Non, mais tu y vas fort. Dans le sens que, tu sais, tous autant qu'on soit, on a les qualités de nos défauts et les défauts de nos qualités. Puis parmi l'une des meilleures qualités de Marois Risky, puis je le disais tantôt, c'était que, tu sais, elle a compris la game parlementaire, elle est très bonne, elle a compris la game médiatique, elle est très bonne. Puis forcément, quand t'es bon au Parlement, puis que t'es bon médiatiquement, tu brilles. C'est ce que j'imagine Pablo Rodriguez souhaite voir et attend d'elle. Mais forcément, quand tu brilles, tu peux aussi faire un peu d'ombre. Donc, parce que là, tu parles de la personne. Comme personne, non, je suis d'accord avec toi, elle a tous ces qualités-là. Mais en politique, il faut prendre en considération que c'est un jeu d'équipe aussi. Et les égos en politique, tu les as vécus aussi, Salim. C'est pas facile de gérer. Mais attends, qu'il y ait... comment je vais te dire ça? Des défis de cohésion, etc. dans un caucus. D'abord, ces défis-là sont les défis de tous les jours. Mais quand il y a des changements, ben, le défi est plus évident, tu vois. Donc, est-ce que je suis d'accord avec... Moi, c'est-à-dire, de dire que... De là dire que... je veux dire... Non, c'est-à-dire... Le fait que Marois Risky soit chef parlementaire, je veux dire, qui de toutes les manières... Je ne veux pas être plate, là, mais des personnes qui pouvaient occuper cette place-là, il n'y en a pas beaucoup. Mais non, il ne faut pas se sentir mal, Salim. On l'a déjà dit au balado. C'est un fait que depuis l'élection de 2018, il y a eu une vague de nouveaux... de 2022, il y a eu une vague de nouveaux qui sont rentrés, puis tu vas en opposition, puis c'est sûr qu'il y a une courbe d'apprentissage, et la majorité de ton caucus, c'était des recrues. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Écoute, honnêtement, là, tu les aurais alignés tous les 20, puis tu aurais posé la question... Qui souhaite être chef parlementaire, là? Je peux te dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient levé la main. Ouais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui ont cette capacité-là. Y compris d'ailleurs pour les autres postes d'officier, notamment celui de leader. Mais tu sais, à un moment donné, de la cohésion, ça se bâtit, ça se construit. C'est le rôle du chef aussi. Donc, il va devoir gérer ça. Puis c'est normal. À un moment donné, tu peux pas faire d'omelette sans casser des œufs. Ouais. Puis, à partir du moment où Pablo Rodriguez assume ses choix et les défend, il est censé créer une atmosphère et un environnement favorable à l'intérieur de ça. Puis c'est sa responsabilité comme nouveau chef. Ça aurait été la responsabilité de Charles Milliard si ça avait été lui, ou Carl Blackburn si ça avait été lui qui avait gagné la chefferie. C'est aussi simple que ça. Bon, voilà. Maintenant, je te dirais que... voilà, tu sais, je veux dire, c'est pas... Moi, je ne crois pas que... Je ne crois pas que la position de Marois Risky comme chef parlementaire va avoir un impact sur la cohésion, mais ce qui peut avoir un impact sur la cohésion, c'est l'adhésion à tous ces changements qu'il y a pu y avoir. Tu sais, en gestion du changement, il y a une discipline de gestion qui s'appelle la gestion du changement. Il y a des phases. Tu sais, il y a d'habitude, on a une phase d'éveil où on essaye d'amener les gens à essayer de comprendre et qu'un changement arrive et se prépare à ce changement-là pour que même si ça les impacte, c'est pas trop difficile à prendre. Puis ensuite, tu as toute une phase qui est celle de l'adhésion. C'est faire adhérer
les gens à ce changement-là. Puis là, moi, la période d'éveil, elle était beaucoup trop courte. Mais ça, c'est normal, tu es en politique. On attend à ce qu'un chef prenne des décisions rapidement. Entre le 14 juin, il y a 2 semaines, et maintenant, ça prenait de faire des petits ajustements dans ton équipe parce que sinon, là, tu donnais l'impression que c'était stagnant, que ça ne changeait pas, puis que c'est business as usual, exactement ce que les gens ne voulaient pas. Fait que ça tombe bien, il y a des changements qui ont été faits. Maintenant, par contre, avec une toute petite, une courte comment dire, période d'éveil, tu as quand même une période d'adhésion qui va être longue. Mm-hmm. Longue pour une année préélectorale, c'est pas facile. C'est pas facile. Ouais. Normalement, moi, à mon avis, cette période d'adhésion, elle va mettre au moins jusqu'à la fin de l'année. Je veux dire, alors si quelqu'un, si Pablo Rodriguez ou quelqu'un dans son entourage pense que la période d'adhésion, elle va finir aux alentours du mois de septembre quand ils vont commencer, big mistake. Mm-hmm. Ça n'arrivera pas. Ça va durer jusque fin de l'année. Ça, c'est sûr. Voire début d'année 26. Mm-hmm. Donc, tu seras à quelques mois des élections. Puis ça, c'est cette adhésion-là. Parce que, tu sais, je veux pas. Puis là, on rentre dans le crunch. T'as 3 types de personnes dans le caucus. T'as ceux qui ont appuyé Pablo Rodriguez. Qui ont pris, si tu veux, entre guillemets, le risque. Ouais. Parce que tu sais jamais qui va gagner. T'as ceux qui ont appuyé Pablo Rodriguez. T'as ceux que tu veux rallier dans l'équipe de Charles Milliard. Bon, tu te souviendras que Carl Blackburn n'avait pas de député qui l'appuyait, donc bon, ça pose moins de problèmes au sein du caucus. Donc il y a l'équipe de Pablo Rodriguez, le ralliement des gens qui étaient autour de Charles, et ceux qui ont tenu le fort et qui sont restés neutres. Ouais. Puis là, tu es devant un dilemme. Qu'est-ce que tu fais? Tu es dans l'opposition, là. Tu n'as pas 28 limousines à distribuer, là. Tu as 3-4 postes névralgiques, puis il faut que tu les donnes. Puis tu dois les donner en fonction de, oui, le risque que les gens ont pris, mais tu dois les donner aussi en fonction de tes forces. Je m'excuse. Ouais. Les forces sont très inégales dans ce caucus-là. Il y en a qui sont extrêmement bons dans le travail parlementaire et t'en as d'autres, ils ont d'autres qualités que le travail parlementaire, mais voilà, tu sais, je veux dire. Puis là, tu dois conjuguer avec tout ça. Puis tu dois essayer de faire le moins de gens pas contents possible, sachant que c'est sûr qu'il va y en avoir qui sont pas contents. Ouais. Donc là, quand t'es le chef, t'arrives puis tu dis, bon ben regarde, c'est sûr que moi je vais changer les officiers. Donc même ceux qui imaginaient Marc Tanguay rester chef parlementaire suite à ça, ben non, parce que c'est sûr que Pablo Rodriguez voulait donner une autre vitrine. Donc il a choisi Marois Rizki. Là, il y a des gens qui ont vu le travail magistral et qu'il faut applaudir, sincèrement, de Monsef Déragi au poste de leader. Il a fait un travail exceptionnel. Mais tu dois changer ton leader aussi parce que tu veux donner une autre impulsion. Donc, là, c'est Madame Setlaqui Michel, qu'on a déjà reçu sur le podcast pour ceux qui veulent l'écouter, qui nous a expliqué un peu comment elle a cheminé pour arriver en politique. Puis, tu as André Fortin. Moi, je l'imaginais leader. Il avait les qualités de leader. Il avait déjà occupé ce poste-là. Là, il va être whip. Je ne l'imaginais pas, ce rôle-là. Parce que whip, dans le fond, c'est quoi? C'est que tu prends les présences. Tu règles les problèmes personnels des députés. Ah, c'est un peu plus que ça quand même. Tu as une grande responsabilité, surtout auprès des commissions parlementaires. Non, ça, c'est le leader. Le leader. Mais les présences, c'est le whip. Mais l'organisation du travail, c'est le leader. Ouais, tu t'assures que tout le monde est en poste, puis que tout roule bien. Ah oui, mais quand je te dis prendre les présences, évidemment que c'est un raccourci. Ouais. C'est une manière. Tu sais, tu prends les présences, t'es pas dans une classe d'école. Quoique parfois un caucus, ça peut se comporter comme ça, là, mais je veux dire, non, mais dans le fond, c'est
C'est littéralement, c'est de savoir qui est où à quel moment, puis s'il y a un vote, puis de savoir quels vont être les résultats, etc. Mais ensuite, tout le travail parlementaire, c'est le leader et son équipe qui se charge de ça. Mais moi, je voyais pas nécessairement André Fortin dans ce rôle-là. Mais bon, visiblement, c'est le rôle qu'il va occuper. Mais c'est correct, c'est bien. André Fortin qui a appuyé Charles Milliard, donc il y a une volonté de rallier. Donc là, tu as 2 personnes qui ont soutenu Pablo Rodriguez. 3. Il y a 3 personnes. Non, 2 personnes. Non, tu as Marois, Michel Setlacoué et Fred Beauchemin. Oui, Fred Beauchemin, leader adjoint. Bon, leader adjoint, quand tu es dans l'opposition, oui, c'est un poste important, mais je veux dire, disons que il est moins visible, si tu veux. Mais oui, tu as raison. Ouais. Il y en a 3 dans les officiers. Ouais. Tu as une personne de l'équipe de Charles et tu as une personne qui était restée neutre, c'est Philomena Roterotti. Ouais, fait que voilà. Look, moi, je pense, et tu sais, pour avoir parlé à quelques personnes du caucus, je pense que... tu parles avec Benjamin, toi? Ouais, ben, ça arrive des fois, ouais. Mais juste pour te dire que, tu sais, je pense que tout le monde s'attendait à des changements, puis c'est normal. Tu es en politique, tu joues la game, puis tu peux comprendre que le nouveau chef va rentrer, puis il va faire les changements qu'il pense sont nécessaires. Et ça a été fait. Moi, je vais te dire, d'après ce que j'ai entendu, puis là, c'est pas mon opinion, c'est... le choix de la chef parlementaire qui a froissé quelques personnes. Je sais pas, moi, qu'est-ce qui arrive. Alors, tu es mieux renseigné que moi, parce que je l'ai pas entendu, celle-là, mais... Look, je sais pas, moi, qu'est-ce qui arrive dans le caucus, là, mais moi, j'ai absolument aucun problème avec Marois Risky. Elle est toujours gentille avec moi, toujours aimable, et elle est une personne qui travaille très fort, puis elle est très compétente. Et moi, je pense qu'elle mérite. Elle a le mérite d'être exactement à cette place-là, pour les arguments que même toi, t'as dit, qui d'autre aurait fait cette job-là, tu comprends? Puis t'as pas beaucoup de personnes. Ceci étant dit... C'est pas juste par défaut. C'est pas juste qui d'autre. C'est-à-dire, oui, c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais elle est bonne. Non, elle est bonne, exact. Non, for sure. Mais c'est ça. C'est ça que je dis. Elle a le mérite d'être là. Mais pour avoir travaillé avec des députés et en politique, puis avec des caucus plus... Ben c'est ça, il y a des égos. Puis, tu sais, il y a des petites chicanes qui... Puis on parle pas de chicanes que tout le monde, tu sais, qui vont faire, tu sais, qui vont sortir en public, là, tu comprends? Mais en arrière-scène, tu sais, t'as un pif, là. Tu peux voir un peu... mais qu'est-ce que tu fais, George, dans ce cas-là? Tu peux rien faire. C'est comme tu as dit, Salim, il va falloir que tout le monde se range derrière Pablo Rodriguez puis qui assume la responsabilité. T'as pas d'autre choix. Mais tu peux pas... Tu sais, tantôt, je l'ai dit comme ça, tu peux pas faire d'omelette sans casser d'œuf. La seule chose que moi, j'essaie d'analyser, c'est est-ce que tout le travail qui a été fait pendant, et c'est pas depuis le début, on l'a dit ça la semaine passée, c'est à peu près 1 an, peut-être 1 an et demi maintenant, parce que ça a été très difficile au début, là. En 2022, là, ça a été très difficile, ça a pris du temps à mettre tout le monde en ligne, à créer cette colle-là, cette adhésion, cette cohésion au parti et de faire bouger toute la machine dans une même direction. Ça a pris du temps. Évidemment, il y a un changement qui arrive et moi, j'ai peur qu'à une année des élections, qu'on revient en arrière. Tu sais? Écoute, rien n'est impossible. Ouais. Tu sais, moi, tout ce que je viens de dire jusqu'à présent, c'était une manière de dire, bon, ben, regarde, ce sont les choix d'un chef qui vient d'arriver. C'est des choix qu'il pense être les meilleurs dans le contexte. Est-ce qu'il pourrait y avoir des ajustements en cours de route? C'est pas impossible, mais ça va être des ajustements, pas des changements majeurs. Ouais. Il est beaucoup trop tôt pour dire si ces changements-là vont être bénéfiques au parti. C'est juste des spéculations qu'on fait en ce moment. Là, non, mais c'est ça, parce qu'ensuite, on peut parce que car tout est possible en politique. Est-ce que un changement ou ces changements qui ont été opérés pourraient faire imploser le caucus? Bon, je ne pense pas, mais rien n'est exclu. Ouais. Parce que des changements majeurs peuvent avoir... Mais sincèrement, à un moment donné,
plutôt que d'essayer de trouver là où ça va pas, faut essayer d'espérer là où ça peut aller. Ouais. Puis en passant, je parle pas juste du caucus. Hein. Je suis désolé de t'interrompre, mais je reviens à ce que tu disais la semaine passée, puis tu as même référé ça aujourd'hui. Tu sais, l'ombre que Marois Risky peut créer, c'est pas juste au niveau du caucus. Ça, bon, on spécule, est-ce que ça va bien aller, est-ce que ça va aller moins bien, ça, on sait pas, on va voir. Mais c'est aussi par rapport au chef. Tu comprends? Parce que là, tu veux pas que quelqu'un prenne un peu le dessus de ce qui est supposé être ta position à toi comme leader. C'est moi le chef, on prend les décisions, puis je suis sûr et certain que Marois va respecter un peu le parcours que Pablo veut faire. Mais on s'entend qu'elle attire beaucoup d'attention, Marois Risky. Et on jasait un peu avec ça, avec toi, puis avec d'autres personnes, puis à partir d'aujourd'hui jusqu'aux prochaines élections, OK? Imagine si on est dans une situation où Marois Risky est peut-être plus populaire que Pablo, ou peut-être qu'elle prend des décisions qui nuisent à Pablo. On ne sait pas. Ouais, il y a plein de scénarios. Moi, je pense pas à ça. Je vais te dire, d'abord, Marois Risky, elle a eu la classe de rappeler dans toutes les entrevues qu'elle a faites, comme quoi non seulement elle se représentait pas, qu'il n'y avait aucune chance qu'elle se représente. Elle a dit qu'avant que tout le monde commence à spéculer sur un changement d'avis, il y a même du monde qui leur ont dit « Oh, tu vous ferais pas comme Madame Annand au fédéral ou Monsieur Fraser qui, tout d'un coup, les sondages étaient bons, puis là, tout d'un coup, la famille a pris le bord, puis tu te représentes pour être ministre ou un truc comme ça. » Elle a eu la classe de balayer ça d'emblée sans aucune ambiguïté. Moi, je reste toujours un peu... non, mais t'as le droit d'être suspicieux là-dessus, puis c'est correct, il y en aura d'autres, pas juste toi, y compris dans les médias, qui vont toujours penser à ça, puis spéculer là-dessus. Bon, moi, la vérité, c'est que je la crois, et à partir de ce moment-là, moi, je crois que la manière dont elle pourrait briller, et elle va briller, pourrait servir à Pablo Rodriguez. Moi, quand j'ai parlé d'ombre, c'est pas de lui faire de l'ombre. Je le parle, c'est même pas négativement que je le dis. Je dis juste que quand quelqu'un est vraiment flamboyant, elle attire plus d'attention. T'attires plus d'attention à un moment où, tu sais, c'est pas comme si elle était leader, puis à côté, le chef était élu, puis assis, c'était lui le chef. Pourquoi? Parce que quand un chef de parti est élu, là, puis qui siège à l'Assemblée nationale, il a la visibilité. Par défaut, il l'a. Ouais. C'est comme ça. Là, moi, je parle de la situation particulière où il n'est pas élu. Mais en même temps, il a peut-être envie aussi d'insuffler une certaine forme de dynamisme, et peut-être que, justement, cette flamboyance est peut-être recherchée par lui. L'avenir nous dira s'il a eu raison ou tort. Là, c'est beaucoup trop tôt de penser à ça. Maintenant, moi, ce que je te dirais, c'est... Regarde, t'as un caucus. Pour moi, il y a fondamentalement 4 personnes qui se sont distinguées dans ce caucus-là. Marc Tanguay, qui était le chef par intérim jusque-là, qui est quand même le deuxième plus ancien député après Philomena Roti-Roti. T'as André Fortin. T'as Marois Risky, bien sûr, on l'a dit. Et t'as Monsef Déragi. C'est les 4 qui se sont, à mon avis, le plus distingués, qui sont allés chercher des choses, qui ont sorti des affaires, qui ont vraiment mis en difficulté le gouvernement. Les autres aussi, ils font de la bonne job, mais je pense que eux autres, ils sont sortis du lot. Ben là, aujourd'hui, c'est sûr, tu en as 2 sur 4 qui sont dans les officiers. André Fortin et Marois Risky, mais ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un peu l'anomalie. C'est parce que pourquoi j'étais en train de penser, c'est parce que Marois n'est pas une officière. En fait, elle est chef parlementaire. Oui, si tu veux, elle est officière dans la mesure où il y a un autre chef qui est non élu, mais bon, bref. Donc, tu sais, t'en as 2 sur 4. Tu sais, et tu sais, veux pas, il y a des gens qui pourraient se dire, mais tu sais,
Est-ce qu'on aurait pu mieux utiliser Marc Tanguay? Mais comment? Est-ce qu'on aurait pu mieux utiliser Monsef Déragi? Mais comment? Ouais. Tu sais, c'est facile de poser ces questions-là. Mais c'est difficile de répondre à ces questions-là. T'en as 4 des officiers, 5 si tu comptes le leader adjoint. Donc, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, je veux dire, c'est hyper compliqué. Il faut que tu tranches quelque part. Ouais. Mais par contre, je vais juste te dire une affaire. Le gros défi qu'il va y avoir entre ces 4 officiers, là, qui sont 5 si on compte le leader adjoint, le grand défi, c'est que comment un leader parlementaire, un chef parlementaire et un leader en chambre, comment est-ce que ça cohabite sans se marcher sur les pieds? Là, j'ai vu qu'ils ont fait des entrevues ensemble, etc. Fine, très bien. Mais attention, là, le travail de leader, à ne surtout pas sous-estimer. C'est probablement la job la plus difficile de toutes. Parce que le chef parlementaire, n'étant pas le chef en titre, c'est pas lui le grand patron, il colle pas des shots. Il pose des questions au PM. Il choisit peut-être, dans le cadre des travaux parlementaires, va choisir les sujets, les questions qu'il a envie de poser. Je dis il aujourd'hui, mais en réalité, c'est elle. Elle va choisir. Mais tout le travail parlementaire, la personne qui va devoir se lever plus tôt que tout le monde et dormir plus tard que tout le monde, ça va être Madame Setlaqui, Michel Setlaqui. Ça va être elle maintenant d'être toute l'artisane du travail parlementaire. Ça va être super important. Parce que c'est elle qui maintenant va devoir organiser le scénario de la période de questions. Parce que le scénario de la période de questions, ça se fait aussi en fonction des autres partis politiques qui vont poser des questions. Exact. Donc, si tu veux avoir un maximum d'impact, il faut que tu sois intelligent pour quelle question va être posée par qui à quel moment. Tu sais, ça va être important, ça. Ouais. Ça va être aussi toute l'organisation du travail parlementaire, des travaux parlementaires, les commissions, etc. Ouais. Tu sais, c'est quand même important. Ensuite, j'ai pas vu trop une mention peut-être intéressante, c'est le retour de Marie-Claude Nichols là, qui va avoir les affaires municipales. Je pense que c'est un dossier qui lui tenait à cœur, elle qui est ancienne mairesse de Notre-Dame de l'Île-Perrot, puis qui va, je pense, aussi présider une commission. Ouais. Et voilà. Et juste pour finir ce sujet-là, pour revenir à ce que tu disais, que ça va être important pour Pablo Rodriguez d'aller chercher aussi maintenant l'appui des gens qui ont donné leur appui à Charles Milliard et d'essayer de trouver un peu cette cohésion-là. Moi, je peux déjà te dire, Salim, que selon mes sources, que Pablo Rodriguez a rencontré ou il rencontrera cette semaine, la semaine termine aujourd'hui, là, Charles Milliard. Donc, il y a une rencontre qui a été prévue. Je ne sais pas si c'était hier ou aujourd'hui qu'ils se rencontraient. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui en a été discuté, mais certainement, il y a une relation qui peut se faire avec cette cohésion dont tu parlais. Je pense que c'est une bonne chose d'inviter Charles Milliard et tous les autres aspirants chefs de voir comment ils peuvent contribuer à garder cette cohésion-là et de regarder dans une année à l'élection. Charles Milliard, il va se représenter. Pas se représenter, pardon, mais il va se présenter. Ouais. Moi, je peux pas croire qu'il ait fait un effort aussi important pour pas qu'il se présente. Ouais. Donc, moi, à mon avis, il sera là l'année prochaine. Aux élections. Il va se présenter dans le comté d'Orford, dans les cantons de l'Est. Il vit à North Atlee. Je crois qu'il va être là. Je crois qu'il va être une plus-value importante. Mais il n'est pas impossible que Charles Milliard ait un rôle public auprès de Pablo Rodriguez. Ouais. Est-ce que, à titre de... Est-ce que Pablo Rodriguez va lui donner un rôle non, mais un rôle pas parlementaire, mais tu sais, un rôle... Une responsabilité. Moi, je le verrais bien, par exemple, de
de faire, par exemple, la politique dans le développement économique régional, oui, par exemple. Oui, mais non, mais exactement. Ouais. Moi, je pense que c'est le genre de choses qui il pourrait lui donner un rôle genre comme quelqu'un qui va l'appuyer dans, justement, tu parles de développement économique régional, mais d'une manière générale, c'est quelqu'un qui comprend le monde des affaires, donc ça peut être bien intéressant pour lui. Puis, écoute, l'avenir va nous le dire. Je crois, après les vacances, on va en entendre parler. Et on sera de retour, évidemment, après les vacances. Comme on vous a dit, c'est le dernier. C'est le dernier de cette saison, si vous pensez qu'on fait des saisons. C'était, selon moi, Salim, une excellente année. Là, honnêtement, on a eu des invités très intéressants. On a pu faire ce qu'on a toujours voulu faire. Et ça, c'était de faire une transmission en direct d'un congrès politique. On a réussi à le faire avec la chefferie du PLQ. Donc, on les remercie encore une fois pour leur ouverture d'esprit et de nous avoir permis d'être là et de faire cette couverture-là. On a déjà des invités qui sont en ligne pour la fin août, début septembre. Donc, il y a déjà une préparation qui est faite. Et c'est ça, on a des plans intéressants pour ce balado-là qui semble avoir pris un peu de vapeur. D'ampleur. Donc, c'est ça. Gardez, restez proches de nous. Abonnez-vous, suivez-nous, faites toutes ces belles choses-là. On vous revient vers la fin août, probablement. Passez un très bel été et on se voit très, très, très bientôt. Merci. Un grand, grand, grand merci à vous tous pour tout l'appui et toutes ces belles choses-là que vous faites pour notre balado. Merci, au plaisir. Ciao tout le monde. Bye bye.